bonjour à tous. On est très content au château de Fontainebleau d'accueillir aujourd'hui Guillaume Kintz, l'un des plus grands aficionados du festival depuis sa création, qui est donc directeur de la Hispanic Society of America à New York, et Monsieur Pimentel, qui est le directeur de la Fondation Gulbenkian. Du musée Gulbenkian, pardon. C'est un petit peu improvisé, comme vous avez compris. Et qui vont donc, oui, c'est vrai, qui vont donc nous présenter une magnifique conférence consacrée. Tu pourrais mettre la première page du PowerPoint. Donc une magnifique conférence consacrée au portrait croisé de deux collectionneurs. Donc que vous voyez à l'écran. Donc sur Huntington, je crois Arthur Huntington, si je ne me trompe pas, et Calouste Gulbenkian. Donc, eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. Et je vous cède la parole. Merci beaucoup, Oriane, pour ce coup d'état et coup d'éclat, pas si improvisé que ça. Donc, effectivement, on va vous présenter ce portrait croisé et paradoxal de Calouste Gulbenkian et de Arthur Huntington pour deux raisons. D'abord, ils sont strictement contemporains. Gulbenkian, à gauche, est né en 1869 et mort en 1955. Et Arthur Huntington est né en 1870 et mort en 1955. Ils sont vraiment plus contemporains que ça. Tu meurs, comme on dit, et ils sont morts tous les deux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le musée Gulbenkian, comme vous le savez, est à Lisbonne et n'a pas une œuvre d'art portugais. La Hispanic Society Museum and Library est à New York et a l'une des très rares collections d'art portugais en dehors du Portugal, pour des raisons qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc voilà, donc on va faire ce portrait croisé, et je crois que la première conclusion qu'on peut tirer, c'est que Arthur Huntington était beaucoup plus beau que Calouste Gulbenkian, mais d'une certaine manière, ce qui nous a un peu amusé, et aussi parce qu'on travaille sur éventuellement un projet de collaboration pour le futur, c'était d'étudier un peu, à la Amicalement Vôtre, les itinéraires croisés de non pas Curtis et Moore, mais Arthur Huntington et Calouste. Je dis pas qui est qui, mais pour des contemporains, et deux personnes qui ont créé des musées dans leur temps, ils sont arrivés à des résultats qui sont extrêmement différents. Vous voyez à gauche Calouste Gulbenkian, à droite Hispanic Society Arthur Huntington. Donc on est vraiment sur... alors les musées n'ont pas été créés au même moment, mais ce sont les deux choses qu'ils ont laissées d'un côté au Portugal et de l'autre côté aux États-Unis. On voit bien qu'il y a un musée qui est définitivement tourné vers le 20e voire 21e siècle, très, très avant-gardiste, et un autre musée qui est encore une émanation de cette idée 19e siècle du musée en apparence en tout cas. Donc je vais commencer rapidement avec la Arthur Huntington et la Hispanic Society, et puis Antonio va ensuite parler de Calouste Gulbenkian, de ses collections et de son musée. Donc voici le grand homme, à tous les sens du terme, Arthur Milton Huntington. Il était le fils de Arabella Huntington Arabella Duval et Collis Huntington. Collis Huntington était un grand magnat des chemins de fer américains, le Pacific Railroad. Il a fait énormément d'argent à travers l'exploitation ferroviaire aux États-Unis. C'était le seul homme au monde qui pouvait traverser les États-Unis de part en part, côte est, côte ouest, sans changer de wagon, parce qu'il possédait toute la ligne. Et il a épousé en deuxième noces Arabella Duval, originaire de Richmond, qui, de son côté, était une collectionneur extrêmement important, principalement intéressée dans la peinture hollandaise et le mobilier français du XVIIIe. Et ici, je vous mets trois tableaux qui ont appartenu à Arabella Huntington, qui sont aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art à New York. Les deux premiers ont été offerts par Arthur Huntington en mémoire non pas de sa mère mais de son père au musée. Le troisième est passé par le marché avant de retourner au musée.
La passion de Huntington pour le monde hispanique, et il faut comprendre par hispanique le monde qui parle ou a parlé espagnol ou portugais, donc c'est extrêmement vaste. C'est évidemment la péninsule ibérique, mais c'est aussi évidemment l'Amérique latine, le Brésil inclus, et c'est aussi Goa, et c'est aussi les Philippines. La seule partie à laquelle il ne s'est pas intéressé, ou alors on n'a pas encore tout trouvé, ce qui est possible, c'est l'Afrique lusophone. Ça, c'est quelque chose qui est absent de nos collections, alors que ça pourrait être tout à fait dans ce qu'il pouvait le passionner. Il a commencé sa carrière carrière de collectionneur comme un bibliophile, amassant ce qui est aujourd'hui la plus importante ressource sur le monde hispanique et les cultures hispanophones et lusophones au monde en un seul lieu, par sa diversité et par sa masse, d'une certaine manière, et il l'a fait d'emblée pour créer un musée installé dans le nord de l'île de Manhattan à New York, dans une zone qu'on appelle The Heights, puisque c'est sur les hauteurs de New York, dans un quartier qui, au début du XXe siècle, était le quartier chic qui se développait. Et il y a encore de nombreux témoignages de cette ambition architecturale pour l'époque, avec le cimetière de Trinity Church en haut à gauche, où il y a énormément de gens très très importants new-yorkais du début du XXe siècle sont enterrés, l'église de l'Intercession au milieu, le United Palace qui est l'un des derniers vestiges de ces grands théâtres new-yorkais de l'âge d'or. Et puis vous voyez encore ici des bâtiments qui sont faits par des architectes célèbres de New York au début du XXe siècle. C'est un quartier qui, en raison de la Première Guerre mondiale et de la Grande Dépression, son développement s'est arrêté, sa spéculation immobilière s'est effondrée, et il a du coup l'avantage aujourd'hui d'être une sorte de voyage dans le temps. Il n'y a pas de gratte-ciel, il n'y a pas... toute l'architecture est conservée, les appartements sont très grands, dans ces temps, Manhattan reste une île, donc c'est un quartier qui est en train de beaucoup se développer aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de potentiel immobilier. Quand Huntington s'y intéresse, c'était la campagne, en fait, et il achète ce qui était la résidence de campagne de la famille Audubon, le fameux ornithologiste et naturaliste, et il rase la maison pour construire son musée. L'une des raisons pour lesquelles il a construit son musée là-haut aussi, c'est parce que c'était le terminus de la première ligne de métro, la ligne 1, et que du coup, il savait, en tant que fils de Collis Huntington, un magnat du chemin de fer, il savait que le chemin de fer apportait le développement, le progrès, etc., etc. Donc il savait que ça allait bien se passer. Il construit rapidement son musée, le premier musée, Hispanic Society of America. Et là, c'est une photo de 1909, à l'occasion de l'inauguration de la première exposition qu'il y organise, dédiée au peintre espagnol Joaquín Sorolla, une exposition qui attire plus de 160 000 visiteurs en un mois. Donc il avait raison, ça marche et ça marchait bien. Fort de ses comment dirais-je, premiers succès, il décide de développer la zone et construit un véritable campus accueillant plusieurs types d'institutions. Ici, le musée de ce qu'on appelait les Indiens d'Amérique autrefois. Vous pouvez peut-être même apercevoir un totem sur la place. Le musée a déménagé dans le sud de Manhattan depuis. Ici, l'American Academy of Arts and Letters, qui existe toujours. Et ce bâtiment-là était la Geographical Society, qui maintenant est un collège bilingue anglais-espagnol. Mais Huntington a non seulement tout créé, il a donné l'argent il a donné le terrain, il a donné l'argent pour la construction, et il a donné l'endowment, c'est-à-dire le fonds de caisse qui permet à cette institution de vivre et de survivre. Donc voici encore une photo d'extérieur de la Hispanic Society avec la statue du Cid, qui est une œuvre de Anna Hyatt Huntington. Anna Hyatt est une très importante, très prominente sculpteur du début du XXe siècle. Par ailleurs, l'épouse de Archer Huntington, et donc elle a très allègrement peuplé les terrasses du musée avec ses œuvres, certaines à thématique espagnole, ici le Cid ou Boabdil ou Don Quichotte, et toute une série d'animaux, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a des bambis, il y a des renards, il y a des sangliers. C'était son autre grande passion.
À l'intérieur, voici à quoi ressemblait le musée, et pour ainsi dire, il n'a pas beaucoup changé depuis. Là, on est en rénovation, donc il va changer un peu, mais on va essayer de garder cet esprit assez unique. Donc ça, c'est la galerie principale. Et fort du succès de l'exposition Sorolla, 2 années plus tard, Huntington construit une nouvelle aile pour accueillir une commande qu'il passe au peintre Sorolla, qui s'intitule la vision de l'Espagne. C'est en fait 12 grandes toiles qui retracent les différentes provinces de l'Espagne. Je vous montre ici son état originel. Ici, c'est son état restauré. Donc, c'est une salle qu'on va rouvrir à la fin de l'année. Alors, ça s'appelle, oui, la vision de l'Espagne, mais originellement, l'idée était d'intégrer le Portugal. Alors, pourquoi est-ce que le Portugal n'a pas été intégré à la composition finale? Parce que, donc, on est dans les années 20, entre 1915 et 1923, et il y avait des turbulences politiques, il y avait un coup militaire au Portugal au moment où Sorolla avait prévu de se rendre au Portugal pour choisir une des côtes portugaises pour faire en sorte que le Portugal soit dans le tableau à tous les sens du terme. Donc il n'a pas pu s'y rendre, il écrit à Huntington et d'un commun accord, il décide de représenter la ville, le port d'Ayamonte, qui est à la frontière au sud entre l'Espagne et le Portugal. Et donc c'est une sorte de fenêtre sur le Portugal. Et il y a dans un petit coin que j'ai surligné là avec ce carré rouge, il y a un groupe de personnes qui écoutent un concert d'accordéon et qui sont en fait des Portugais, qui sont des personnages habillés en costume portugais. Vous pouvez même deviner au fond le drapeau portugais qui est là. Et ce qui est très intéressant dans les costumes que portent ces quelques personnages, c'est que vous avez des costumes autant du sud du Portugal, vers Ayamonte, que du nord du Portugal. Et ça, on a les échanges épistolaires, c'était une volonté de Huntington que cette présence, si minime qu'elle soit pour des conditions historiques compliquées, du Portugal dans la vision d'Espagne, eh bien que cette présence englobe tout le Portugal du nord au sud. Et alors je pourrais tout à fait, vous pourriez tout à fait ne pas me croire, parce que très sincèrement je suis incapable de différencier un costume du nord du Portugal d'un costume du sud du Portugal, mais... Le costume du nord, c'est la voilà. Femme à droite, et le costume du sud, c'est la jeune femme à gauche. Et alors on n'a pas répété avant, hein, mais apparemment ça quand on les connaît, on les repère du premier coup d'œil, et j'ai reçu un visiteur portugais il y a quelques semaines, et je n'ai même pas eu le temps de lui dire, qui m'a dit mais c'est bizarre parce qu'il y ait des costumes du nord du Portugal à Ayamonte. Donc effectivement, ceux qui savent et voient. Ça avant l'existence de naves dans TGV qui mènent les personnes rapidement. Exactement. Mais là l'art est plus rapide que la technologie. Donc tout ça pour expliquer que le Portugal est partie intégrante du projet de Huntington. Le projet de Huntington, c'est véritablement de préserver, de documenter, de promouvoir à la fois le patrimoine culturel et la créativité des différentes cultures et communautés qui parlent soit l'espagnol ou le portugais, et que ce soit il y a très longtemps ou que ce soit aujourd'hui, parce qu'on a un peu oublié, mais tous ces tableaux, c'est de l'art contemporain quand Huntington les commande à Sorolla. Pas forcément de l'art d'avant-garde, on s'entend, mais de l'art contemporain certainement. Le résultat de cela, c'est que dans la collection du musée, qui compte 750 000 objets, donc c'est assez grand, mais évidemment il y a des photographies dedans, c'est pas que des objets en 3 dimensions, eh bien il y a une considérable collection d'art portugais, principalement notable pour le fait qu'elle est unique, ou en tout cas qu'elle est extrêmement rare. L'art portugais n'est pas un art qui est sorti de ses frontières de manière très large, et peu sont les collectionneurs d'art portugais en dehors du Portugal, collectionneurs privés ou collectionneurs publics, ce qui fait que cet intérêt pionnier de Huntington pour l'art portugais est particulièrement remarquable, et fait que ça reste la collection d'art portugais aux États-Unis la plus importante
peut-être en partie la seule, et je ne peux pas parler pour le reste du monde. Donc très rapidement, je passe sur quelques exemples qui sont à chaque fois des exemples au sein d'une collection qui est plus large. Donc par exemple, ici une sculpture portugaise du milieu du XVIIIe siècle. C'est une collection, comme vous verrez, la collection de Hispanic Society, qui est extrêmement vaste dans ses chronologies et dans ses typologies aussi. On a une collection par exemple de céramique qui est très importante, je vous en montre deux ici. La pièce la plus intéressante est sans doute cette aquamanile de forme animale du XVIIe siècle. On a toujours en céramique et en biscuit, cette plaque représentant le roi José Ier sur son cheval. Et alors nous changeons de médium, nous allons vers l'argent maintenant. Cette autre plaque, pardon, la police est toute petite, représentant Don José, prince de Beira. Une plaque, je dois dire, dont je dois la redécouverte à Antonio, puisque nous ne l'avions pas sur nos inventaires, nous l'avons retrouvée, mais c'est Antonio qui la connaissait et qui me l'a signalé, ce qui a permis de remettre la main dessus. Une collection d'orfèvrerie tout à fait importante, avec des pièces assez spectaculaires, comme cette panoplie de barbier en bas et puis les guerres à côté. Une collection de bijoux, on a une collection assez importante de bijoux anciens, et la partie la plus intéressante est vraiment la partie portugaise du XVIIIe siècle. Quelques dessins. Donc ici je vous montre deux dessins de Antonio Sequeira qui sont là. Un dessin nous a aussi récemment donné, un dessin de Fernando Gomes nous a été donné par Philippe Mendes, qui ne doit pas être très loin, pour compléter la collection du musée. Un autre dessin de Cirilo Volkmar Machado nous a rejoint récemment. Et si on reste dans les œuvres en papier, nous avons aussi des cartes qui sont importantes, des cartes du Portugal ou du monde portugais. Nous avons même une carte qui montre tout le monde, sauf le Brésil, parce que c'était avant la découverte du Brésil. Mais s'il y a un objet sur lequel, qui est sans doute le plus émouvant dans cette collection d'art portugais, c'est la Bible hébraïque. Elle est importante et émouvante d'abord elle est magnifique, mais pour une raison, c'est qu'elle a été commencée en Espagne, continuée au Portugal, en partie terminée puisqu'elle a été laissée inachevée aux Pays-Bas, avant de se retrouver dans une famille en Italie et de continuer son périple. Et ce qu'il y a d'émouvant là-dedans, c'est que en fait, la fabrique de cette Bible, la continuation de cette Bible a en fait suivi les persécutions juives et a accompagné la communauté juive dans ses déplacements pour fuir les pogroms. Donc ça en fait un objet tout à fait exceptionnel. Évidemment, l'intérêt de Huntington pour le Portugal se porte sur la question du monde lusophone de manière générale. Et nous avons ici, par exemple, un ivoire de Goa, un coffre en argent qui provient de Goa également. Alors pour les arts décoratifs, toujours un cabinet assez imposant de Goa et deux chaises ou deux fauteuils 18e qui nous viennent du Brésil. Et puis pour vous montrer que vraiment c'est une collection sans frontières et l'argent de Huntington n'avait pas de limite, mais sa curiosité non plus, il collectionnait aussi le matériel, enfin les objets qui, n'étant pas forcément faits au Portugal ou par des artistes portugais, lusophones ou hispanophones, parlaient du monde lusophone. Nous avons donc une petite section que j'ai appelée le regard de l'autre, avec par exemple l'ensemble des aquarelles peintes par le baron Taylor entre 1826 et 1831 lors de son voyage d'Espagne et du Portugal. Il y a eu une publication assez récente du Centro Estudio Europa Hispanica sur le voyage en Espagne et au Portugal du baron Taylor. C'était il y a peut-être 10 ans, quand l'ouvrage est paru, il a été envoyé à la Hispanic Society qui a répondu « c'est très intéressant, mais ce que vous ne saviez pas, c'est que nous avions toutes les aquarelles ». Donc l'ouvrage, ce n'était pas une très bonne nouvelle pour l'éditeur, mais du coup ça a permis de mettre un peu de lumière sur
sur cet ensemble qui est à la fois magnifique pour les témoignages architecturaux que cela montre, pour l'histoire de la découverte du Portugal par le baron Taylor et d'une certaine manière ces lumières du 19e siècle curieux de tout. Donc ici c'est le vestibule du Palais de Sintra, ici c'est le monastère de Batalha, et ici un dessin assez charmant qui montre justement ces transhumances au sein du Portugal auquel Taylor a assisté. Et puis, enfin, nous avons des œuvres de Orville Houghton Peets, qui est un Américain qui voyage au Portugal. Donc là, on a une magnifique aquarelle qu'on va présenter d'ailleurs dans notre prochaine exposition sur les voyageurs américains, ou ici le couvent des Hieronymites, toujours par le même artiste. Et je crois que maintenant c'est ma dernière diapositive. C'est un Allemand, cette fois-ci, un Autrichien, pardon, un Autrichien qui est actif au Brésil et qui va documenter en 12 aquarelles, rehaussées à la gouache, le voyage de la princesse Maria Leopoldina d'Autriche au Brésil lors de son mariage avec Dom Pedro du Brésil. Donc voilà, vous voyez que la collection est très vaste, part un peu dans tous les sens, mais elle a en commun cet attachement et cette curiosité pour, en l'occurrence, le monde lusophone, qu'il soit au Portugal ou en Amérique latine ou au Brésil. Donc voilà, je pense avoir levé le voile sur un aspect très peu connu d'une collection qui demeure peu connue, qui est celle de l'Hispanic Society. Et maintenant, voyons ce que Antonio a dans ses réserves et ce que Calouste Gulbenkian a fait depuis Lisbonne ou pour Lisbonne. Merci Guillaume et merci à tous. Je veux commencer par remercier l'invitation à être ici. C'est très gentil, très agréable. Et pour demander pardon de mon français, qui n'est pas le plus beau du monde. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je vous en prie de me le faire sentir. Comment est-ce que je fais ça? Bon, je dois avoir ça un peu plus proche à moi, car il faut que je sois capable de lire ce qui est ici et ce qui est là, ce qui n'est pas si facile à comprendre. Mais si je mets ça dans une autre position, je crois que non. Comment est-ce que je cherche à mettre les slides en ampliation? Oui, en slide. On peut pas ça. Ah, On passe sur ce truc. voyons, bon. Donc, on doit changer, je m'excuse, mais on doit changer de position, car après tout, ça, c'est utile que j'essaie de voir ce qui est présenté dans le PowerPoint. Merci. Bon, après avoir vu la première image de M. Gulbenkian en sa façon de Tony Curtis, ces portraits croisés nous montrent des personnages qui sont différents, mais qui ont beaucoup en commun dès lors sa passion pour l'art et pour le patrimoine. Gulbenkian, c'est un homme qui est devenu très célèbre à cause de sa richesse. Il était le monsieur 5%, comme il a été resté connu, mais sa richesse resterait ou risquerait de le faire disparaître dans la mémoire des personnes s'il n'était pas vraiment un grand collectionneur et quelqu'un qui a fait un don pour l'humanité. Et c'est vraiment ce qui a fait sa célébrité. Mais le fait que le bilan entre les deux choses, entre les deux dimensions, c'est quelque chose de très particulier dans sa personnalité. Bon, il est né, comme vous voyez, en 1869 à Istanbul, dans une famille qui était une famille importante de la communauté arménienne et qui, vous avez ici une place, madame, et qui le permet d'avoir une très belle éducation dès le début, en même temps qu'il a profité beaucoup de cette éducation comme on le pourra voir. En 1875, il commence ses études à l'école arménienne et puis il fréquente l'école privée américaine, le Robert College of Istanbul.
The Robert College, c'est l'institution d'élite. On doit payer beaucoup par les frais les dépenses de l'éducation des enfants, et donc ça donne un peu l'idée de ce qui a été l'ambiance où il a été élevé. Il suffit de dire que, par exemple, il allait toujours à l'école à épaules d'un servant qui essayait de trouver son chemin parmi la foule en criant tout le temps « Ouvrez le chemin car je transporte sur mes épaules le fils de monsieur Gulbenkian qui est le meilleur élève de l'école ». Et c'est comme avec ça qu'il arrivait toujours en criant, mais qu'il arrivait à son école. Bon, ça pour dire que très jeune, il laisse Istanbul pour aller à Marseille, à l'école de commerce. Et on le voit dans la photo du milieu avec ses deux frères cadets. Et avant 18 ans, après, il entre au King's College à Londres, où avant 20 ans, il se distingue avec une graduation en diplôme en ingénieur et en sciences appliquées qui a fait son orgueil toute sa vie, et il en a raison, car vraiment, comme vous voyez, il part ensuite pour un premier voyage au bord d'un bateau qui l'amène à visiter les champs de pétrole, et c'est le moment de tournage de sa vie. Mais si vous voyez qu'à 20 années, il était déjà membre de la Royal Society of Geography à Londres, vous pouvez voir la qualité intellectuelle du personnage. Bon, il visite Paris et l'exposition universelle 1899, que c'est une expérience importante pour lui. Et en 1991, il publie cet livre qui est La Transcaucasie, qui est vraiment le bilan de ce voyage philosophique, si on peut dire, si on peut utiliser une expression du XVIIIe siècle, ce voyage de connaissance qu'il a fait sur les champs de pétrole. Et à vrai dire, il a commencé à être une sorte de conseiller non officiel de la cour ottomane en matière de pétrole. Donc, il devient de plus en plus quelqu'un qui est reconnu national et internationalement à ce sujet. Car, comme vous voyez, il y a en même temps la publication de quelques chapitres de ce livre à la revue des Deux Mondes, qui était une revue assez importante à cette époque. L'année suivante, il se marie avec Nevalt Essayan à Londres. Nevalt Essayan, c'était la jeune fille d'une riche famille arménienne de l'élite de la cour ottomane. Donc, il est déjà riche, mais avec son mariage, il devient plus encore dans le centre décisoire de l'Empire ottoman. Il s'établit à Londres, où il naît son premier fils, Nubar, en 1996, et son fils va publier une autobiographie qui est très intéressante à lire. C'est une autre façon de raconter l'histoire de Carlos Gulbenkian vue par le point de vue privé d'un fils qui a quelques conflits avec son père, comme il arrive toujours, mais qui, après tous, a une vision très intéressante de ces relations. Car en plus, ils étaient ottomans. Donc, la question d'être le fils majeur, le fils aîné, la question de succession, d'héritage un peu dans le système monarchiste, c'était quelque chose qui pour lui est très important. Et donc, son fils et lui ont un peu cette relation de tension et de dévotion mutuelle, et ça, c'est très intéressant. Bon, ça pour dire qu'en 1896, il quitte la Turquie
avec sa famille en raison de la persécution des Arméniens, car si bien qu'il faisait partie de l'élite et qu'il a toute cette relation autour du gouvernement, que le gouvernement, à la mesure que s'approche la Première Guerre mondiale, les tensions obligent à faire cette persécution et il doit sortir vers l'Égypte et après pour Paris et pour Londres où il va vivre ses proches années. Bon, maintenant que tout ça se passait, il a commencé sa collection. En 1893, selon la légende, il aurait acheté ses premières monnaies. Les monnaies vont devenir quelque chose de très important dans sa collection. Il donne beaucoup d'attention aux monnaies et il les achète toute sa vie de façon que il a rassemblé plus de 1500 monnaies, ce qui c'est une petite collection en termes de numismatique dans le musée, mais une fois que toutes les monnaies sont d'une très grande qualité, ça fait de la collection une collection unique. Bon, cet achat 1893, c'est quelque chose qu'on sait presque de la légende. On n'a pas vraiment la documentation. C'est le mari de sa fille, qui est son gendre, qui va raconter que son père lui avait donné des piastres pour en prix des études et qu'il allait à souk, au marché, où il a acheté des monnaies. Bon, et après, c'est une sorte presque d'une passage biblique dans l'histoire mythique de Gulbenkian. Mais on sait, et on a l'acquisition documentée et on a les monnaies de ce tétradrachme de 1896. C'est la plus ancienne monnaie qu'on a dans la collection. Bon. Pendant ces jours-là, c'est-à-dire à la fin des dernières années même du 19e siècle, il commence sa collection. Et sa collection va commencer d'une façon un peu bizarre, si on peut dire, qu'il achète en même temps des arts orientaux et des arts occidentaux, et surtout il s'agit des choses qui sont presque contemporaines à soi-même. Il a commencé par acheter des céramiques turques, d'Iznik, où il a arrivé à avoir une collection absolument splendide, et en même temps il commence sa relation tout particulière avec René Lalique, qui a été devenu un ami personnel et qui va collaborer à sa demeure de Paris, on va voir un peu plus tard. Et après tout, à la fin, pendant 20 années, il achète continuellement des choses à des bijoux surtout, mais aussi des pièces en verre moulé, en argent, surtout de tables étonnantes, etc. Mais ces pièces sont pièces de collection. Elles ne se destinent pas à être utilisées par sa femme, par exemple, presque. Il y a une seule photo où sa femme figure avec un petit bijou de Lalique. Ce sont des choses qu'il achète pour son plaisir. En même temps qu'il achète aussi la première sculpture. Après, il s'établit à Londres. Il acquiert la nationalité britannique en 1902 pour se protéger. Et il continue à acquérir, comme vous voyez, les œuvres de Lalique, en même temps qu'il acquiert une importante sculpture contemporaine de la Flore de Jean-Baptiste Carpeaux. Bon. Sa vie continue en tant que diplomate et en même temps que négociant du pétrole. Et c'est la source de sa fortune qui va commencer. En 1914, même à la veille de la Première Guerre mondiale, il a négocié une contrepart avec la Royal Dutch Shell Group pour le
approvisionnement du pétrole à la France. Et il nommait délégué du groupe auprès du gouvernement français. Donc c'est le moment où il commence quelque chose qui c'est vraiment étonnant et qui est en train de sa personnalité et qui l'a fait gagner le titre de Monsieur 5%. C'est le moment où le pétrole commence à être mené par des grandes compagnies internationales, quelques restent encore de nos jours, tandis qu'il reste seul de sa contrepart. Et toute sa vie, il a été seul en faisant face aux grands groupes qui se constituent. Et seul, il a arrivé à protéger ces 5% des revenus directs du pétrole. Et c'est pourquoi il a été si riche, mais c'est pourquoi ce trait de personnalité de quelqu'un qui est vraiment concentré à deux choses, au pétrole et à l'acquisition des œuvres d'art, qui pour lui était sa consolation, comme il disait. C'est-à-dire, c'était le territoire où il rêvait, où il trouvait le refuge de la vie. Tandis qu'au pétrole, le pétrole était le centre de sa vie même, de l'organisation domestique et de sa façon de comprendre le monde et de tout contrôler. Il a été obsessif du contrôle. Il disait qu'on faisait contrôler les choses une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon. En même temps, comme nous voyons, la collection va s'élargir petit à petit. Il a acquiert les premiers tissus qui sont très importants car il a par exemple les revêtements des appartements royaux à Versailles ou des appartements de Madame de Pompadour, etc. En même temps qu'il continue l'acquisition de la céramique du Proche-Orient et de la peinture contemporaine, ou presque contemporaine, Camille Corot par exemple. Mais petit à petit, du moment qu'on tourne entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, la collection s'élargit. Il devient membre de la légation impériale de l'Iran, donc il continue ce rôle diplomatique de plus en plus officiel, et il achète de gaz. Mais après tout, il commence à acheter les tableaux de Guardi, Francesco Guardi, dont il a arrivé à faire une énorme collection de 14 tableaux. En 1930, il acquiert par exemple l'ensemble des tapis des jeux d'enfants avec des dessins de Giulio Romano sur des cartons de Giulio Romano. Et il commence à acheter des œuvres médiévales et surtout, c'est le moment où Howard Carter découvre le tombeau de Toutankhamon et il arrive à avoir avec Howard Carter une relation très proche et Howard Carter devient le soutien intellectuel, l'advisor de ses achats pour la collection égyptienne. En même temps, un année plus tard, il avait plusieurs résidences. Il avait une résidence à Londres. Après, il a acheté un grand appartement au Quai d'Orsay à Paris. Mais c'était un grand appartement, ce n'était pas une demeure capable d'abriter toute sa collection en elle. Et l'idée de faire ça commence en frontal avec l'acquisition d'un hôtel particulier qui est situé à l'avenue d'Iéna, à Paris, et où il va amener des grands travaux de réaménagement entre 23 et 27 pour abriter sa collection. C'est vraiment son cage à bijoux. C'est pas tout à fait son habitation, car il aimait surtout vivre dans des hôtels. Chez lui, il abritait sa collection et sa famille, sa femme et ses enfants, et il avait des appartements qu'il n'utilisait presque, car il habitait entre le Louvre et le Sheraton, d'où il était mécène, et donc c'est vraiment où il aimait à vivre. En même temps, il commence à élargir sa collection. Par exemple, l'acquisition de ce beau dessin d'Alfred Studer, le Roger Van Eyck, mais il continue avec
les achats de peintures contemporaines, mais sans arriver jamais à l'art abstrait. Donc, pour lui, c'est une sorte de frontière. Une frontière qui, c'est peut-être pas si rigide qu'on imaginait aujourd'hui. Il avait des nouveautés qui peut-être peuvent paraître un peu damnées, mais quand même, pour lui, c'était la fin de son intérêt pour les œuvres d'art. Donc, vous avez une photo de Sadmer avec des objets et ils entreprennent des voyages en Espagne, en Italie, etc. En même temps, ils continuent à acheter des tableaux. L'île de l'amour, c'est un des chefs-d'œuvre de Fragonard, en même temps que les autres pièces de provenance proche orientale. En 1929, il fait un de ses tours de force, c'est-à-dire le fameux cas des achats à l'Ermitage, au musée Hermitage de Saint-Pétersbourg. Le gouvernement russe, au temps de Staline, était en train de refaire son argent et il était en train de vendre des pièces, des trésors des musées nationaux. Et il a eu accès à la première liste de tous. Donc, il a été le premier grand collectionneur, le premier milliardaire, on peut dire, qui a été consulté pour faire ces démarches assez discrètes, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a des listes qui vont d'un côté à l'autre, mais à la fin, il achète par exemple la Diane, la chasseuse de Jean-Antoine Houdon, cette figure de vieil homme de Rembrandt et la Pallas Athéna de Rembrandt, Hélène Fourman de Rubens, etc. Tout un ensemble de choses qui vraiment vont donner une échelle. Comment est-ce que je peux dire? Ce n'est pas la question de donner de l'échelle, mais elle complète de façon très, très spéciale des secteurs de sa collection. Par exemple, l'orfèvrerie française de Thomas Germain, qui viennent de Russie, ou bien le mobilier, le Riesner, etc. Bon, en même temps, il emmène son voyage en Égypte en 1933. Si vous imaginez qu'il y a plus de 10 années qu'il achetait des importants objets égyptiens, et il continue à acheter. Il achète par exemple ce Gustave Courbet, qui est maintenant, qui a été après offerte avec un autre Courbet au Musée national d'art ancien de Lisbonne, mais en même temps, il prête sa collection d'art égyptienne au musée britannique, au British Museum, et après, à la National Gallery de Londres, il prête un ensemble de tableaux. Donc, ça pour dire que son idée de faire de Sadmer de Paris le toit sur lequel se devait abriter toute sa collection n'a jamais eu place, car sa collection n'a pas jamais été en sa vie rassemblée sur un seul toit, dans un seul bâtiment, comme il n'a pas jamais vu toute sa collection dans sa vie. Il a acheté des objets qu'il a prêtés du moment suivant au British Museum ou à la National Gallery et qu'il n'a pas jamais vu de soi-même. Bon. En même temps, en 1937, il acquiert les Enclos, une propriété à Douville, en Normandie, où il engage des travaux cyclopiques avec une dépense d'argent aussi cyclopique pour faire son jardin idéal. C'est un endroit où il a allé une demi-douzaine de fois, si on peut dire comme ça, il entraîne des travaux gigantesques, presque pharaoniques, avec une discussion permanente entre lui et l'architecte paysagiste, qu'il n'arrive jamais à avoir son idée presque orientale de jardin, comment le faire, c'est-à-dire c'est une sorte de cacophonie, de
de non-compréhension entre une tête rationnelle française qui était celle de l'ingénieur et une tête ottomane et orientale qui était celle du commandeur. Et donc ça, c'est très important pour ce que nous allons voir après. Donc, en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, il va à Lisbonne officiellement avec l'idée de partir de Lisbonne, qui était donc un pays neutral, pour les États-Unis. Mais il n'a aucune preuve de ça. Tout indique que Lisbonne était vraiment son lieu de refuge et il habite les 15 dernières années de sa vie à l'hôtel La Viche, qui était à ce moment le grand hôtel de Lisbonne, qui n'existe plus, et qui à la fin de la vie pratiquement l'avait seulement pour habitants. Donc il pratiquait l'art des jardins dans le jardin de l'hôtel, etc., tandis que sa femme, par exemple, habitait l'hôtel de Palace d'Estoril. Et il continue à acheter des choses de l'art française du XVIIIe siècle, de l'art de la fin du XIXe siècle, ou de la collection de pièces de pièces de monnaie, etc. Donc, après 1948, il fait un réaménagement international de ses collections. Il amène toutes les collections qui étaient à Londres, divisées entre le British Museum et la National Gallery, à Washington, à la National Gallery de Washington. À ce moment-là, il essayait d'avoir un nouveau bâtiment, une nouvelle aile qui devait être accroître à la National Gallery de Washington, à son nom, pour ne pas mélanger ses œuvres avec les œuvres de la collection. Une fois qu'il disait très simplement, mais pourquoi? Car l'idée du directeur, c'était en première place, et logiquement, mais pourquoi n'intégrez pas vos pièces dans nos collections? Et il disait, mais et si je n'aime pas la pièce qui est à côté de la mienne? Bon, et avec ça, ce projet n'a pas abouti à bon fin, à un succès. En 1949-50, il fait une donation très significative de pièces au Musée national d'art ancien de Lisbonne, dont les deux Courbet, qui ne sont pas représentés à ce moment-là à la collection, pendant qu'il continue des achats, comme on voit en bas. Et toutes les dernières années de sa vie, il continue à acheter des choses. En 1950, par exemple, il achète l'extraordinaire cloche du Rhin, qui est maintenant en train d'être restaurée pour la présentation au renouvellement que nous sommes en train de ménager des galeries du XVIIIe siècle. Et après, en 1952, meurt sa femme, Nevard. Si bien qu'ils habitaient presque ensemble, ils avaient une relation très épaisse, et la mort de sa femme signifie pour lui le début de sa décadence. Et en 1955, il finalement meurt à Lisbonne, à l'hôtel La Vie, où il est enseveli à Zurich. Et de 1953 date son dernier achat de peinture, et le dernier achat même, c'est un ensemble de monnaies. C'est-à-dire que pendant ces 17 années qu'il a vécu à Lisbonne, il n'a aucun contact avec sa collection. La collection était séparée, était divisée entre Paris, ce qui restait à sa demeure, qui est désormais presque fermée, à la National, première place à Londres et après à la National Gallery à Washington, et tout ce qu'il avait à Lisbonne, c'était un ensemble de monnaies dépositées à la banque, qu'il allait voir, on imagine, avec une certaine régularité, mais une douzaine, parfois une fois par an, ou quelque chose seulement pour voir si elles sont de santé. Et donc, sa collection vraiment a été menée en place selon son idée de faire rassembler la collection et de lui donner la garantie de perpétuité
avec la constitution de la fondation qui se suit à son testament en 55 et qu'en 56 est vraiment fermé. Et donc la fondation est bien sûr quelque chose de beaucoup plus important que le musée lui-même, car la fondation a 4 finalités, c'est-à-dire le support de l'art, de la culture, de l'investigation scientifique et la bienfaisance. Et avec cela a été bien sûr un des grandes institutions portugaises du troisième quart du XXe siècle et continue bien sûr à l'être une fois qu'il s'agit de la 10e fondation en termes européens aujourd'hui. Et c'est la fondation, c'est la Cristina Castelo Branco qui a dit ça, et que je répète toujours, c'est à la fondation et au jardin de la fondation que vraiment s'est matérialisé son idée d'avoir ce jardin à les enclos. L'idée de mêler le jardin et la vie naturelle à la vie urbaine a été vraiment bien mêlée avec le bâtiment de la fondation. Bon, et c'est essentiellement, je crois que j'ai parlé beaucoup et surtout mal, mais voyons si vous avez quelque chose à demander. Merci. Juste avant qu'on passe aux questions, je trouve que ce qui est intéressant, c'est effectivement que ce sont 2 collectionneurs qui sont très différents, mais qui ont certains points communs, comme le fait que tous les 2, j'aurais dû le mentionner, commencent avec une collection de médailles et de monnaies. Celle de Huntington a été vendue dans les années 80, donc elle n'est plus partie de notre collection, mais c'était sa première, son point d'entrée dans l'univers du collectionnisme. Après, Huntington a un collectionnisme très dédié, avec un axe qui part dans tous les sens, oui, mais qui est quand même un critère principal, alors qu'on a l'impression que pour Gulbenkian, c'est vraiment une collection plus d'esthètes qui va chercher le beau un peu partout où il est, mais tous les 2 résistent à la fin de la figuration. C'est-à-dire que Huntington, par exemple, il collectionne donc dans les premières années du XXe siècle, il passe des commandes à des artistes vivants comme Sorolla, pas à Picasso. Alors dans la collection, on a du Tapies, on a du Feito, etc. Mais c'est des choses qui sont arrivées plus tard. Et pardon, il y a cette résistance aux avant-gardes des 2 côtés qui est éventuellement un élément intéressant. Voilà. Non, c'est intéressant car la collection, c'est beaucoup plus petite que celle qui a été rassemblée par H. Huntington. La collection a 6000 pièces, dont le musée expose approximativement 1000, mais son obsession toujours d'avoir only the best, seulement le meilleur, a fait que tout était absolument exceptionnel. Et donc, c'est la meilleure collection rassemblée par une seule personne à la première moitié du XXe siècle, et la collection vraiment a ce sens de la beauté. Et la beauté, il la poursuit parmi sa formation orientale, et c'est pourquoi c'est une des originalités de la collection, c'est d'avoir cet essor du Orient proche et lointain, et des arts européens. Des arts européens, surtout l'art du XVIIIe siècle, des arts décoratifs qui le fascinent, mais la peinture aussi. J'ai pu mêler un peu de choses que j'ai présentées hier à notre table ronde sur le musée, même pour qu'on peut voir un peu l'ambiance des salles. Mais c'est ça, et tous les 2 vraiment sont conservateurs sans doute dans sa position esthétique. Pour eux, c'est pas question des avant-gardes ou de protéger les nouveaux artistes. Et une fois que Carlos Gulbenkian, c'est quelqu'un pour qui la valeur matérielle des choses est toujours présente, si bien que bien sûr il a cette idée
l'art surpasse tout et du valeur éthique de l'art, mais il a aussi l'idée du valeur financière des choses. Et c'est pourquoi l'idée de protéger quelqu'un que j'imagine, bon, je ne suis pas dans sa tête, mais je peux imaginer que l'idée de protéger quelqu'un qu'on ne sait pas si c'est un aventurier, si dans 10 années ne va pas à l'ordure, c'est quelque chose qui n'allait pas dans sa tête. Donc, il va toujours un peu un arrêt du temps, si bien que la liaison à la lique est un peu étonnante. Et la même chose avec Rodin, par exemple, qui était quelqu'un, il a collectionné des pièces de Rodin, dont un des bourgeois de Calais en taille nature, plus que naturelle, et c'est un peu le plus avant-garde qu'il va. Oui, oui. Rodin, c'était aussi ce que collectionnaient les gens très riches d'un certain, on les voit beaucoup aux États-Unis, etc. Dans le cas de Huntington, sa spécificité peut-être, c'est que c'est un préservationniste. Fondamentalement, lors d'un voyage très jeune qu'il fait au Texas, il se rend compte qu'il y a une architecture qui ne ressemble pas à l'architecture de Nouvelle-Angleterre qu'il connaît, et il demande autour de lui, mais il a 9 ans, hein, il demande autour de lui, mais qu'est-ce que c'est que cette architecture, d'où ça vient, et alors, non seulement il n'a pas la réponse qu'il attend, mais il ne comprend pas la réponse, parce que la réponse est en espagnol. Et alors là, deuxième choc, il ne comprend pas qu'aux États-Unis, qui sont pas unifié depuis longtemps, mais il est né dans les États-Unis à peu près unifiés. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas partout anglais? Et donc là, il demande à son oncle qu'il venait visiter, et il apprend que eh bien, le Texas faisait autrefois partie du Mexique, et que autrefois tout cela était dirigé par l'Espagne. Et pour lui, c'est vraiment ça le premier choc. Ensuite, il a 12 ans, je crois, il accompagne ses parents à Mexico pour un dîner important au château de Chapultepec, et là il découvre d'une certaine manière une culture extrêmement vive, une culture hispanique extrêmement vive, et il décide de se passionner pour le monde ibérique et ibéro-américain. Il va d'abord le faire par les livres, par la littérature. Et d'ailleurs, ça va beaucoup jouer sur la manière dont il se voit lui-même. Il ne se voit pas comme un collectionneur, il se voit comme un scientifique, il se voit comme un académique, comme un chercheur. Et à bien des égards, la collection qu'il amasse à l'Hispanic Society est une collection d'études, de son étude propre, et pour l'étude de la communauté scientifique, même si le niveau de qualité est dans la plupart des cas extrêmement, extrêmement élevé, avec Goya, Velázquez. Voilà, c'est un beau matériel d'étude. Mais fondamentalement, il se voit comme un poète, il s'auto-publie ses poésies, pas très bonnes, comme un poète et un chercheur. Donc là, c'est une grande différence par rapport à Huntington, mais ça explique aussi la différence de nature de leur collection. C'est un rêveur. Il commence par s'intéresser au monde ibérique à travers les contes de l'Alhambra de Washington Irving, qui n'est pas le meilleur livre du monde, mais qui, en tout cas, lui ouvre les portes de l'Espagne. C'est très intéressant cette différence, car je crois qu'ils sont des personnalités tout à fait opposées, si on peut dire. Alors, Huntington, c'est un rêveur, et c'est quelqu'un qui a rêvé à centrer le monde hispanique dans la société américaine du 19e siècle, dont on peut imaginer que ça a été un acte révolutionnaire. Tandis que pour Gulbenkian, la question, c'est de faire sa collection, ses objets qui parfois habitaient son cerveau sans les matérialiser, mais qu'il savait qu'il les avait, qu'il les possédait. Et après, petit à petit, les donner à la fruition publique, ce qui est quelque chose qu'il a aussi dans son idée, mais qui n'est pas tout à fait, c'est quelque chose qu'il laisse pour après sa mort, pour donner la perpétuité et garantir que ses filles, comme il traitait les œuvres, avaient une surveillance tranquille. Mais ça c'est peut-être un point commun qu'il y a encore avec Huntington, et aussi une anecdote amusante pour Huntington, c'est que la façon dont il arrive à l'art ancien, c'est parce que sa mère
qui était une collectionneur, comme je disais, de Rembrandt, etc., le poussait vers l'art ancien et lui disait: mon fils, tu t'intéresses aux artistes vivants, c'est sympathique, mais c'est pas sérieux, l'art contemporain, c'est pas sérieux, ce qui est sérieux, c'est l'art ancien. Donc elle lui dit: je t'achète ton premier Goya, mais tu dois en acheter un deuxième, je te donne la moitié de l'argent pour le Velázquez, mais tu dois le compléter, donc vraiment à l'américaine. Et c'est comme ça qu'il se prend au jeu et qu'il développe une collection beaux-arts, d'une certaine manière, mais qui n'était pas son intuition ou son penchant premier. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est s'ils ont eu les mêmes marchands, s'ils ont été, sans doute a priori pas en compétition, puisqu'ils ne collectionnaient pas la même chose, mais ils ont sans doute en commun, en tout cas, les marchands. Mais je suis d'accord avec Antonio, s'ils s'étaient rencontrés, ils n'auraient pas forcément eu grand-chose à se dire. Gulbenkian a bâti une fortune, Huntington l'a dépensée. Donc, on est sur des dynamiques qui sont vraiment très, très opposées. Mais comme vous voyez, nous avons des choses à nous dire. Et d'ailleurs, on ne doit pas être loin du bout du temps. Mais peut-être vous avez des choses à dire aussi. Je ne sais pas si les questions étaient prévues, mais enfin, en tout cas, prévoyons-les. Non? Ah, bah alors, on peut rester. Nous, je crois qu'on a un truc après. Mais on peut rester. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, non, c'est tout. Si vous pouvez nous dire un petit mot sur leurs marchands. Ah non, non, j'ai aucune idée. C'est pas très original, mais pour Huntington, c'est beaucoup du vin, évidemment. Et après, comme il se piquait de scholarship, comme il se piquait d'être un chercheur lui-même, il faisait aussi beaucoup d'achats en direct. Mais il s'était donné une règle très intéressante et très éthique pour l'époque, qui était de ne jamais acheter en Espagne ou au Portugal. Il n'achetait que sur le marché international parce qu'il ne voulait pas priver, prendre le patrimoine à la source d'une certaine manière. Donc il s'interdisait ça. Il l'a fait tout au début, mais très rapidement, il arrête et il refuse de prendre d'Espagne ou du Portugal du patrimoine qui, selon lui, aurait dû y rester. Quand c'est dehors, c'est dehors. C'est notre histoire. Non, c'est très, très intéressant, oui. Quant à Gulbenkian, il y a beaucoup encore à savoir sur ce domaine, mais bien sûr qu'il avait des marchands qui le conseillaient ou des experts. C'est le cas, par exemple, de Howard Huntington que j'ai parlé et d'autres. Mais pour lui, la question d'aimer lui-même les objets était essentielle. Donc, il y avait des secteurs où il était fier d'être spécialiste par lui-même. C'était le cas des monnaies ou le cas des tapis d'Orient, par exemple, car sa famille a été de tradition commerçant de marchand de tapis, et donc il connaissait très bien les tapis orientaux. Et l'art de la négociation, oui, sans doute. Et même cet art de la négociation, un peu islamique, avec tout le temps du monde, il avait tout le temps du monde. C'était un peu comme si l'ambiance en souk se pouvait transférer à la vie cosmopolite. Oui, j'aime, mais et cette bargagne de choses, oui, c'est très intéressant de ce côté-là. En plus, par exemple, avec la Ligue, il a acheté les pièces directement, mais après, il a eu une grande question avec la Ligue à cause du dessin des grandes portes de fer pour sa résidence. Et surtout, il était si obsessif en tout ce qu'il passait tout le temps de sa journée en train de tout contrôler. C'est par exemple ce qu'il a fait à son petit-fils, qui était l'héritier. Et il a écrit des lettres qui ont bien sûr saisi sa personnalité, mais en même temps, on pense, on est un jeune garçon et on a un grand-père qui est toujours en train d'essayer de régler jusqu'au plus petits détails de sa organisation de vie. Bon, et avec les marchands, c'est la même chose. Il avait plusieurs marchands avec lesquels il menait une relation qui était parfois tranquille, autrefois pas aussi. Bon. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que des œuvres ont été léguées par Calouste à ses enfants ou petits-enfants, ou est-ce que tout est allé à la fondation? Ah oui,
Tout est allé à la Fondation, sauf les œuvres qu'il a données en vie au Musée national d'art ancien, qui sont des œuvres assez importantes, une collection d'œuvres d'artistes internationaux, et des œuvres particulières. Par exemple, nous avons des bijoux qui sont en réserve et qui ne font pas partie de sa collection. Car sa collection, tout ce qu'il considérait sa collection, il-même a fait l'inventoire. Et donc nous avons l'inventoire fait par lui, c'est le premier inventoire du musée. Et on sait ce qu'il considérait de sa collection ou ce qu'il ne considérait pas, qui c'est bon, c'est une chaise de mon habitation ou quelque chose comme ça. Même dans ce sujet, presque tout ça a été à la Fondation, mais tout ce qu'il considérait qui faisait partie de cet ensemble qu'il avait dans sa tête, qui c'était sa collection, tout est rassemblé à Lisbonne au musée. Ça n'a pas créé de tension avec les enfants? Non, 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 car ils n'ont pas devenu pauvres ni comme vous imaginez, oui. Ça, c'est un autre point commun alors qu'ils ont, c'est que Huntington aussi, alors lui n'avait pas d'enfant, mais il est aussi l'auteur de son propre inventaire, c'est-à-dire qu'il a fait l'inventaire de la collection. Alors il l'a fait de manière thématique, ce qui est assez déstabilisant, donc on voit que le poète a pris le dessus, ce qui n'est pas évident tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame, parlez fort. Petite question, je veux dire, l'époque de la dictature au Portugal, avec Salazar, etc., cette époque-là, je veux dire, est-ce que ça s'est bien passé avec Gulbenkian ou est-ce qu'il a eu des difficultés? Bon, c'est une question intéressante sans doute, mais la réponse, c'est un peu en diagonale, si je peux vous le dire, car voyons, là, il y a deux étapes dans l'histoire de la Fondation. La volonté de M. Gulbenkian, qui a voulu créer et léguer la Fondation après sa mort et a laissé ça dans son testament, et la création même, la matérialisation de sa volonté, de son testament. Et pour cette seconde étape, qui vraiment a modélé l'institution que nous avons, a été déterminante la figure d'Azevedo Perdigão, qui a été son avocat à Lisbonne, tandis qu'il avait d'autres avocats internationaux, mais qui à Lisbonne a réglé les choses. Et Azevedo Perdigão était un grand avocat et il s'est entouré de savants, même de professeurs de droit très connus de l'université de Coimbra pour voir toute la partie légale. Et bien sûr que Salazar a eu la vraie conscience de l'importance de l'institution. Et donc, même si on était, la vie c'est pas toujours blanc et noir comme vous savez, et même si pour Salazar l'idée de préserver le pays de la contamination, en l'isolant, etc., c'était l'idée qu'il menait officiellement, il ne laissait pas de comprendre le besoin que le pays avait d'avoir une institution qui, en plus, a une capacité financière étonnante. Et donc, une fois qu'il n'avait pas précédente pour la constitution d'une fondation telle au Portugal, a été possible d'envisager sa création. Et il a eu une entente cordiale, si on peut dire que ça, entre très bien ménagés, très séparés, très discrètes, mais très bien ménagés, entre la fondation et la dictature. Même Salazar a écrit dans une lettre qu'il avait la conscience que la fondation prenait la place du ministère de Culture que nous n'avons pas. Et donc, il n'a pas intervenu jamais à la concession de bourses d'études, par exemple, à tant d'artistes qui sont allés à l'étranger, ou à quoi que ce soit. Il a reconnu qu'il était une sorte de pays à l'intérieur du pays même, la fondation. Et c'est un peu ce qu'elle demeure aujourd'hui, si bien que, bien sûr,
Le rôle de la fondation, heureusement, n'est pas plus isolé. Mais à ce temps-là, les questions sont bien déroulées. Vous voyez, madame, on ne peut pas écrire tous, mais après, l'histoire se fait de ce qu'elle s'est fait, et c'est comme ça. Si bien les choses ne sont pas écrites, elles sont passées comme ça. Bon, bien, merci pour votre intérêt et votre patience. Nous devons partir à une autre table ronde dans le off cette fois.